va commencer par une actualité qui a pas mal fait parler début février 2026. Il y a eu une fuite de données personnelles, et pas n'importe lesquelles, celles de députés et de personnel de l'Assemblée nationale. Oui, et la présidente Yaël Braun-Pivet a réagi tout de suite, elle a saisi la justice. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cet événement. On va essayer de voir ce qu'il nous dit sur l'état de la cybersécurité en France, explorer un peu les menaces qui pèsent sur tout le monde en fait, et puis voir les réponses qui se mettent en place. Et pour ça, on a plusieurs sources intéressantes, des articles de presse, bien sûr, mais aussi une alerte assez forte d'un député et le tout dernier rapport de cybermalveillance gouv.fr. Alors commençons par le début, cette fuite à l'Assemblée. Il faut tout de suite clarifier un point crucial qui ressort des articles. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas un piratage direct des serveurs de l'Assemblée. Ah bon? Non. L'enquête interne a été très claire là-dessus. Leurs bases de données n'ont pas été compromises. Donc les infos viennent d'ailleurs. Exactement. Elles proviennent de sources externes. Pour l'instant, on ne sait pas lesquelles. Mais c'est un détail qui change tout. Oui, ça change complètement la perspective. Ce n'est pas une brèche dans la forteresse, mais plutôt des infos collectées à droite à gauche et qui sont maintenant utilisées contre eux. Et la réaction de la présidence, elle a été comment? Très protocolaire. D'un côté, un signalement au parquet de Paris, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est une obligation. Et de l'autre, une saisie de la plateforme Pharos pour faire retirer les contenus du web. D'accord. Et en interne, elle a envoyé un message qui se voulait rassurant. Votre protection et celle de vos données personnelles est une priorité. Mais ce qui est incroyable, c'est le timing. Cette fuite de données, elle tombe à un moment, je dirais presque paradoxal. Ah oui. Pendant que l'Assemblée gère cette crise, il y a un projet de loi majeur sur la cybersécurité qui, lui, est complètement au point mort. C'est le député Philippe Latombe qui a tiré la sonnette d'alarme là-dessus en janvier 2026. C'est ça, un texte sur la résilience des infrastructures critiques, voté en commission en septembre de l'année d'avant. Et depuis, plus rien. Toujours pas à l'ordre du jour. Et attention, ce n'est pas un petit texte, c'est énorme. C'est la transposition en droit français de ce que les spécialistes appellent le triptyque européen de la résilience numérique. Le triptyque européen. C'est-à-dire, il s'agit de la fameuse directive NIS2 sur la sécurité des réseaux, mais aussi REC sur la résilience des entités critiques et DORA pour le secteur financier. C'est un vrai bouclier réglementaire européen. Et concrètement, qui atteint ce bouclier? Énormément de monde. On parle d'environ 15 000 organisations en France. 15 000? Oui, ça va des hôpitaux aux mairies, en passant par des entreprises stratégiques dans l'énergie et les transports. Toutes ces structures attendent ce cadre pour savoir comment s'organiser, quelles sont leurs obligations. Et sans ce texte, elles sont un peu dans le flou. Dans un flou juridique complet. Et le temps presse. Un autre député, Jacques Auberty, l'a bien souligné. La France est le tout dernier pays de l'Union à ne pas avoir transposé un NIS2. Le dernier? On risque une amende de Bruxelles alors? Forcément. Et tout ça dans un contexte que Philippe Latombe décrit comme un monde particulièrement éruptif. En pointant du doigt, je crois, la multiplication des ingérences étrangères, russes notamment. C'est exactement ça. Le contexte géopolitique rend ce retard encore plus inquiétant. Parce que les attaques, elles, n'attendent pas le calendrier du Parlement. Évidemment. Les sources qu'on a citent, des exemples très récents. France Travail, des hôpitaux à la chaîne, le ministère des Sports. Et même, il me semble, le ministère de l'Intérieur. Oui, et selon le député Latombe, ils auraient mis, je cite, plus de 3 semaines à réaliser qu'ils étaient piratés. C'est énorme. Mais au-delà de ça, Philippe Latombe soulève une conséquence juridique de ce retard qu'il qualifie lui-même d'assez folle. Oui, et ça c'est un point central. Il explique qu'une victime, disons un hôpital paralysé par une cyberattaque, D'accord. pourrait potentiellement se retourner contre l'État français. Attendez, comment ça? L'argument serait le suivant. En ne transposant pas la directive à temps, l'État n'a pas mis en place le cadre qui aurait obligé cet hôpital à mieux se protéger en amont. Ah oui, je vois. On inverse complètement la charge, en fait. L'hôpital victime pourrait dire à l'État « C'est un peu de votre faute, vous n'avez pas fait votre travail de législateur pour me forcer à me protéger. » C'est exactement l'idée. C'est une bombe juridique potentielle. Absolument. C'est l'État qui serait tenu pour responsable de sa propre inaction, et ça crée une tension fascinante. Les institutions sont à la fois des cibles, on l'a vu avec les députés, Oui. et en même temps, elles ont du mal à mettre en place les boucliers pour protéger tout le pays. Et cette tension, j'imagine qu'elle ne concerne pas que le sommet de l'État. Finalement, la fuite de données des députés, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est tout à fait ça. Le rapport 2024 de cybermalveillance.gouv.fr le montre bien, non?
On passe du politique à notre quotidien. Absolument. Et là, on descend au niveau du quotidien de millions de personnes. Les chiffres, ils sont vertigineux. En 2024, la plateforme a vu son audience exploser de 47%. 5,4 millions de visiteurs uniques. Et les demandes d'aide? Même courbe. Quasiment plus 50%. Plus de 420 000 demandes d'assistance en ligne. Et qui sont ces gens qui demandent de l'aide? Surtout des entreprises? Des non. Et c'est ça qui est le plus parlant. 94% sont des particuliers. Ah oui, quand même. C'est bien la preuve que la menace cyber, ce n'est plus un concept lointain. C'est un problème concret, domestique. Et quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de ce rapport pour 2024? La première, c'est une année record pour les violations de données massives. Ah. Les sources en citent plusieurs. Free, France Travail, évidemment, mais aussi les prestataires de tiers payants, via Médis et Almeris. Ça a touché énormément de monde. Oui, une bonne partie de la population. Ou encore Boulanger. On parle de dizaines de millions de Français dont les données se sont retrouvées dans la nature. Souvent à cause de défauts de sécurité, j'imagine. Le plus souvent, oui. Et toutes ces données volées, les noms, adresses, parfois les RIB, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent le carburant de la deuxième grande tendance. La menace numéro 1, pour tout le monde. L'hameçonnage. Le phishing. D'accord. Ça représente, à lui seul, presque 34% des demandes d'aide des particuliers. Ces données volées permettent de rendre les arnaques beaucoup plus personnelles, beaucoup plus crédibles. On en reçoit tous, des SMS pour un colis, des choses comme ça. C'est ça. Le rapport cite les grands classiques. Le plus consulté sur leur site, c'est la fausse amende du site de l'entaille. Ah oui, très courant. Il y a aussi le faux message de l'assurance maladie pour renouveler sa carte vitale. Et le fameux « Coucou papa, maman ». Voilà. Coucou papa, maman, j'ai un problème avec mon téléphone, voici mon nouveau numéro. Celui-là, il est terrible. Ma mère l'a reçu et son premier réflexe, heureusement, a été de m'appeler. Mais on voit bien comme il est facile de tomber dans le panneau. Il est redoutable parce qu'il joue sur l'affect, sur l'urgence émotionnelle. On ne réfléchit plus avec sa tête, on réfléchit avec son cœur. Et cet hameçonnage, c'est juste le début souvent, hein. C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée pour des fraudes bien plus complexes, comme l'arnaque aux faux conseillers bancaires. C'est-à-dire? Une fois qu'ils ont vos infos de carte bancaire, ils ne s'arrêtent pas là. Ils vous appellent, ils se font passer pour le service anti-fraude de votre banque, ils ont votre nom, des chiffres de votre carte, donc ils sont crédibles. Et là, sous prétexte de bloquer une fausse opération, ils vous manipulent pour vous faire valider vous-même des virements vers leur propre compte. C'est une double arnaque. C'est machiavélique. Complètement. Et les autres tendances fortes, à part le phishing? La troisième, toujours en forte hausse, c'est le piratage de comptes. Surtout les mails et les réseaux sociaux. Encore plus 47% de demandes d'aide sur ce sujet. Avec les conséquences qu'on imagine. Usurpation d'identité, chantage. Chantage à la webcam, arnaquer tous vos contacts en votre nom. Voilà. Et puis il y a la quatrième tendance, les rançongiciels. Là, on pense plus aux entreprises, aux hôpitaux. Principalement, oui. Et là, il y a une nouvelle un peu surprenante. Plutôt bonne, d'ailleurs. Ouais. En 2024, les demandes d'assistance pour ça ont baissé de 13%. C'est leur plus bas niveau en 4 ans. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est une victoire durable ou juste un répit? On sait que ces groupes sont comme des hydres. On coupe une tête C'est une excellente question. et 2 autres repoussent ailleurs. Le rapport reste prudent. Il avance 2 hypothèses. La première, c'est le succès de plusieurs opérations de police internationale qui ont démantelé de gros réseaux. La seconde, c'est peut-être une meilleure sécurisation des TPE et PME qui étaient des proies faciles et qui ont, semble-t-il, un peu appris à se protéger. D'accord. Mais vous avez raison, l'accalmie est relative. La menace reste très élevée. Rien ne dit qu'ils ne préparent pas des attaques plus sophistiquées. Pour revenir à l'Assemblée nationale, ils n'en sont pas leur première alerte d'ailleurs. Non. On se souvient d'une attaque en mars 2023 qui avait été très médiatisée. Oui, et c'est intéressant de comparer les deux. En mars 2023, c'était le site de l'Assemblée qui avait été rendu inaccessible. C'était quoi techniquement? Une attaque par déni de service, un DDoS. Elle avait été revendiquée par un groupe de hackers pro-russes, No Name 057. Et la raison? Une riposte au soutien de la France à l'Ukraine. Le but n'était pas de voler des données, le but c'était de faire du bruit, de bloquer le service. Une attaque de nuisance, très visible, pas très cher à mener et à but purement politique. Très différent du vol de données actuel. Voilà, le vol de données c'est plus discret et le but est crapuleux ou relève de l'espionnage.
On voit bien que la menace est multiforme. Le tableau est quand même assez sombre, entre le retard législatif d'un côté et toutes ces menaces qui se multiplient. Alors, que peut-on faire face à tout ça? Quels sont les outils de la réponse? C'est là qu'intervient le JPACI. C'est le groupement d'intérêt public qui gère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. D'accord. Le rapport détaille bien leurs 3 missions. La première, c'est assister les victimes, on en a parlé. La deuxième, c'est la prévention et la sensibilisation, avec des campagnes comme, voilà, Mhm. sur les bonnes pratiques de base. Les mots de passe, les mises à jour. C'est ça. Ou le Cybermois en octobre. Et leur 3e mission, c'est d'observer la menace pour produire ce genre de rapport. Et il y a du nouveau de ce côté-là, je crois, une grosse initiative lancée fin 2024. Oui, la grande nouveauté, c'est le lancement du service 17cyber.gouv.fr, le 17 décembre 2024. 17, comme le numéro de la police. Exactement. C'est une coopération entre le JIP-ACIMA et le ministère de l'Intérieur. L'idée, c'est de créer un guichet unique pour les victimes. Et comment ça marche en pratique? Une victime se connecte, remplit un questionnaire, un outil de diagnostic en ligne. Ça qualifie la menace en quelques minutes. Et après? En fonction des réponses, elle est orientée. Si c'est un problème purement technique, un virus, un compte piraté, la plateforme peut la mettre en relation avec un des 1200 prestataires de proximité qui sont référencés partout en France. Et si c'est plus grave? Un chantage, une escroquerie? Pour les menaces les plus sérieuses qui relèvent du pénal, la plateforme met la victime en relation directe avec la police ou la gendarmerie. Comment? Via un chat disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un agent spécialisé. L'idée d'un guichet unique, c'est séduisant, mais bon, on peut être un peu sceptique. On connaît l'engorgement des services de police. Est-ce qu'on a la garantie qu'il y aura vraiment quelqu'un de formé derrière ce chat à 3 heures du matin pour une victime en panique? C'est le défi majeur, c'est certain. Le dispositif est récent, mais l'ambition, c'est d'avoir des équipes dédiées pour assurer cette permanence. Le but, c'est vraiment de simplifier le parcours de la victime. Aujourd'hui, une victime est souvent démunie. Elle ne sait pas si elle doit aller au commissariat, appeler sa banque, un informaticien. Oui, c'est le chaos. Là, on lui offre un point d'entrée unique qui fait le tri. Le succès se mesurera à la capacité de tenir cette promesse sur le long terme. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, la grande image qui se dégage, c'est d'un côté, une menace cyber qui est devenue omniprésente, qui touche un député comme n'importe qui via un SMS. Oui, De l'autre, un bouclier législatif européen qui est crucial, mais qui tarde à se mettre en place en France, ce qui crée une sorte de vulnérabilité. absolument. Et au milieu, des outils très concrets, comme ce 17 Cyber, qui essayent, eux, de gérer les dégâts au quotidien. Oui, vous mettez le doigt sur la contradiction centrale. D'un côté, on a la haute politique législative qui patine, et de l'autre, des solutions très pragmatiques qui émergent pour répondre à l'urgence du terrain. 2 vitesses, en quelque sorte. Des rythmes très différents. Le temps long de la loi, le combat technique de tous les instants, et puis l'effort humain permanent de sensibilisation. Finalement, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'état de notre sécurité numérique? Si on connecte tous les points de nos sources, il y a une question fondamentale qui se pose. On voit une tension très claire entre la responsabilité de l'État, qui doit fournir un cadre de sécurité nationale, et le rôle de chaque individu. Le fameux maillon faible. Voilà. Le maillon potentiellement faible de la chaîne, que ce soit à cause d'un mot de passe trop simple ou d'un clic un peu trop rapide. Alors, la question qu'on peut se poser. La question qu'on peut laisser mûrir, c'est, et dans cette guerre numérique invisible, permanente, où se situe la véritable ligne de front? Est-ce qu'elle est dans les couloirs des ministères, sur les bancs du Parlement où on décide des lois? Ou bien est-ce qu'elle se trouve en réalité dans la boîte de réception et la messagerie instantanée de chaque citoyen? Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chronique du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.